J'ai le souffle complètement coupé à chaque fois que je repense à cette histoire. C'est viscéral, on a l'impression d'étouffer physiquement avec ce personnage. Que ce soit en livre audio ou en format papier, Lorenzaccio d'Alfred de Musset est un choc absolu. C'est une plongée vertigineuse dans la psychologie humaine et la corruption totale de l'âme. On est jeté sans aucun ménagement dans les ruelles sombres d'une Florence poisseuse, directement aux côtés de Lorenzo de Médicis. Un jeune idéaliste pur qui décide de devenir la pire des ordures de la ville, juste pour pouvoir détruire un tyran. Il se transforme en monstre pour tuer un monstre. C'est dingue de se dire qu'il s'inflige ça, non? Totalement. S'il échoue, il perd non seulement la vie, mais surtout, il perd son identité pour l'éternité. Et c'est justement ce vertige qui rend l'œuvre si magnétique. Surtout quand on réalise que l'auteur, il avait seulement 24 ans quand il a écrit ça. 24 ans, c'est fou. C'est d'une noirceur incroyable pour cet âge. D'ailleurs, l'étincelle de départ ne vient même pas de lui. Exactement. C'est George Sand qui lui a glissé un brouillon sur une conspiration historique bien réelle qui a eu lieu en 1537 à Florence. Alors sur le papier, on est sous la Renaissance italienne, avec le duc Alexandre de Médicis qui règne d'une main de fer, soutenu par le pape. Ouais? Sauf que en fait, c'est pas du tout de la Renaissance dont il est question ici. Pas du tout. C'est un immense miroir déformant. En lisant bien les intrigues, on comprend tout de suite que cette Florence corrompue, c'est la France des années 1830. Il faut faire une petite pause là-dessus pour bien poser le décor. Les fameuses Trois Glorieuses. Voilà. En juillet 1830, le peuple de Paris, les étudiants, la jeunesse, tout le monde monte sur les barricades. Il y a un élan d'espoir gigantesque pour renverser le roi Charles X, qui devenait beaucoup trop autoritaire. On verse littéralement son sang dans la rue pour la liberté. C'est ça. Le roi finit par tomber, la victoire est là, mais elle est immédiatement confisquée par la bourgeoisie politique en coulisses. Ils installent juste un nouveau roi, Louis-Philippe. On remplace une monarchie par une autre, un tyran par un autre. Pour toute cette jeunesse romantique, c'est une trahison absolue. Et Musset utilise donc les ruelles de 1537 pour hurler la désillusion féroce de son propre présent. C'est fascinant d'utiliser le passé pour régler ses comptes avec le présent. Et toute cette amertume, elle s'incarne dans ce gamin de 19 ans, Lorenzo. Ce personnage est complètement fracturé. Rien que dans son nom, il y a une dualité terrible. Dans sa prime jeunesse, c'est Lorenzino. Avec le suffixe affectueux. Le petit Lorenzo, l'étudiant pur, idéaliste, qui passe ses nuits à lire l'Antiquité et qui rêve d'être un héros éclatant comme Brutus. Sauf que ce garçon-là, pour le monde extérieur, il n'existe plus. Pour le peuple, il est devenu Lorenzaccio. Le suffixe qui marque le dégoût total. Le mauvais, le sale Lorenzo. Comment un étudiant si lumineux devient la personne la plus haïe de la ville? C'est là qu'intervient sa stratégie. Une stratégie mortelle. Lorenzo veut assassiner le tyran, mais le duc est ultra paranoïaque. Donc pour l'approcher, Lorenzo décide de jouer un double jeu absolu. Il devient son ombre. Son complice dans les pires vices. Il se fait l'entremetteur du duc, il organise des orgies, il rampe. Il va même jusqu'à simuler une lâcheté pathétique pour s'assurer de ne jamais passer pour une menace. Il s'évanouit littéralement à la simple vue d'une épée. Ce qui fait hurler de rire le tyran, qu'il le surnomme carrément Cher Lorenzetta. C'est de la pure toxicité. Écraser quelqu'un en le féminisant. Et ça marche à la perfection. Le duc le prend pour un animal de compagnie inoffensif. Mais c'est là qu'on arrive au moment de vérité. Le drame absolu. Lorenzo pensait contrôler la situation. Il se disait qu'il allait juste enlever ce masque une fois le meurtre accompli. Sauf que la tragédie frappe, en jouant la comédie du vice tous les jours, il a été dévoré par le vice. C'est la métaphore de la tunique de Nessus dans la mythologie. Ce vêtement empoisonné qui fusionne avec la chair et brûle celui qui essaye de l'enlever. Voilà, il y a cet aveu terrifiant qu'il fait. Il dit que le vice a été un vêtement et que maintenant il est collé à sa peau. C'est foudroyant. On imagine le désespoir de réaliser que l'impur a infecté son propre cœur. La ligne entre le rôle et l'homme n'existe plus. Il se dégoûte lui-même. Et ce qui accentue cette sensation d'étouffement, c'est qu'autour de lui, c'est le néant politique. C'est une mosaïque de l'échec. Lorenzo n'est pas le seul à vouloir sauver Florence. Il y a d'autres tentatives. Mais elles échouent toutes pitoyablement. Prenons la noblesse républicaine, avec Philippe Strozzi, C'est le patriarche respecté, l'incarnation de la vertu. mais d'une vertu stérile. Il fait de grands discours magnifiques sur la liberté, il pleure sur la patrie, mais face à l'urgence, il refuse de se salir les mains. C'est le militant de salon par excellence. De belles paroles, aucune action. Sonnel.
Elles cèdent délibérément aux avances du tyran pour essayer de l'influencer sur l'oreiller. Elles veulent guider vers le bien par la douceur. Et le résultat est d'un cynisme brutal. Le tyran s'en fout royalement. Il utilise son corps et balaye ses idées d'un revers de la main. L'action individuelle est systématiquement broyée par le cynisme du pouvoir. Ce chaos moral, on le retrouve même dans la forme de l'œuvre. C'est une véritable révolution esthétique. Il faut imaginer qu'à l'époque, le théâtre français était coincé dans les règles classiques. Unité de temps, unité de lieu, une seule action en 24 heures. Et là, l'auteur déchire tout. 39 scènes, 24 lieux différents, ça s'étale sur des jours. On saute d'un palais somptueux à une taverne glauque en une seconde. Le mélange des registres est brutal, du lyrisme poétique au cynisme le plus vulgaire. Mais écrire une pièce aussi éclatée, avec les contraintes techniques de l'époque, c'était totalement injouable sur scène. C'est parce qu'il l'a conçu comme un spectacle dans un fauteuil. Il sortait d'un énorme échec théâtral avec une autre pièce, qui avait été huée. Il a donc décidé d'écrire spécifiquement pour la lecture. Ce qui lui a donné une liberté absolue. Une liberté qui a rendu l'œuvre injouable pendant 60 ans. Il a fallu attendre 1896 pour qu'on ose la monter. Et le choix du rôle principal est légendaire, C'est une femme, l'immense Sarah Bernhardt, qui a joué Lorenzo. parce que les acteurs masculins refusaient d'incarner un lâche qui s'évanouit. Sarah Bernhardt a su sublimer cette androgynie, cette fragilité nerveuse insaisissable. C'était brillant. Ce qui nous mène inexorablement vers le point de convergence de tout ce labyrinthe. La nuit du meurtre. Lorenzo parvient enfin à isoler le tyran dans une chambre en lui promettant un rendez-vous amoureux. C'est une scène étouffante. Mais le plus absurde, le plus sombre dans tout ça, c'est que Lorenzo sait déjà que son geste est inutile. Il a prévenu les républicains. Il leur a dit qu'il allait agir. Et ils n'ont rien fait. Ils l'ont pris pour un fou. Il sait très bien que le peuple ne prendra pas les armes, que la machine politique ne s'arrêtera pas. Alors s'il frappe, c'est par orgueil pur. Un orgueil tragique. C'est le dernier fil qui leur attache à sa vertu passée. Il doit se prouver à lui-même qu'il n'est pas définitivement devenu l'ordure qu'il jouait. La tension est à son comble. Le tyran s'allonge sur le lit, désarmé, confiant. Mais la grande question est là. Est-ce qu'il va vraiment abattre Salam en sachant que ça ne sauvera probablement pas la ville? Est-ce que Florence va miraculeusement sortir de sa torpeur face à ce sang versé? Ou est-ce que ce sacrifice ultime va juste se noyer dans un remplacement politique cynique? Ah, pour découvrir si Lorenzo va jusqu'au bout de son geste suicidaire et surtout pour connaître le destin brutal qui l'attend après cette nuit, il faut impérativement lire l'œuvre. Le suspense politique et psychologique reste entier jusqu'à la toute dernière page. C'est indispensable. Et ça laisse une réflexion qui résonne tellement avec notre propre époque. Aujourd'hui, on avance tous derrière des masques numériques, des avatars sur les réseaux. On utilise l'ironie ou le cynisme comme un bouclier pour survivre, pour s'intégrer ou pour plaire. On joue la comédie du bonheur ou de l'indifférence en pensant garder le contrôle. Mais la question redoutable demeure, à quel moment précis le masque que l'on se crée devient-il notre véritable visage? Jusqu'à quel point on peut jouer un rôle avant d'oublier complètement qui on était à l'origine? C'est une pensée fascinante qui nous hante longtemps après avoir découvert l'histoire. Une véritable mise en garde sur le prix de nos propres déguisements. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.